Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Anna. Salut. Salut, c'est toujours le petit moment awkward, tu vois, ou de début où on s'est déjà dit bonjour, on a parlé pendant une demi-heure, mais on fait semblant. Merci d'être ma deuxième invitée de ce podcast que je porte et qui me tient à cœur, donc merci beaucoup. Et je vais commencer, c'est une tradition, enfin c'est en train de le devenir du coup, avec toi. Je vais te demander de définir le mot qui a conclu l'épisode d'avant. Donc le mot était, c'est une interjection anglaise et c'est « wow ». Qu'est-ce que ça représente pour toi le mot « wow » ? Ok. Ça peut être rien. Je dirais que ouais, c'est un peu rien parce qu'on est assez souvent dans la recherche de wow effect. Et je sais pas, je trouve que ouais, c'est peut-être quelque chose qui perd de plus en plus son sens parce que on a de plus en plus à la recherche de comment remplir exactement, où trouver ce wow. Donc ouais. C'est pas un mot que t'aimes beaucoup, quoi. Ouais, je dirais que ça, c'est pas très proche. c'est pas ta démarche. T'es pas dans le wow effect. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Ben super. Je vais faire un petit topo sur comment on s'est rencontrés, puisqu'on s'est rencontrés pour une performance. C'était, je crois, la première édition de Variations sur l'amour, qui était le 14 février, il y a 2 ou 3 ans, 2 ans. Voilà, et où tu as participé. C'est une performance que je mets en forme et j'étais très heureux que tu sois là, donc merci. Et après, j'ai pu apprendre un peu à découvrir ton univers, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Explique-nous. Écoute, moi je fais plein de choses. Bon, ça c'est pas un début très excitant, mais alors je fais de la mise en scène, de la performance, je joue et même j'enseigne à la fac. Et j'écris et je compose de la musique, puisque je vais pas m'arrêter à des choses que je connais, donc en fait j'aime bien apprendre aussi. Et à l'université, tu donnes des cours d'anglais. D'anglais. Ouais, pour les architectes. Oui. Ok. Je suis à l'école supérieure d'architecture. Ah, super, ouais. Super. Et du coup, est-ce que tu acceptes volontiers le titre d'artiste ou pas ? Oui, bien évidemment, je l'accepte parce que je pense que c'est comme ça que je me définis et c'est quelque chose qui, en fait, le concept même d'artiste m'est proche. Et c'est intéressant parce que moi aussi, tu sais que je fais un peu plusieurs choses, mais je voulais parler avec toi de la notion de théâtre et performance parce que souvent, même pour les gens qui pratiquent ces deux exercices-là, la différence n'est pas forcément très notable. Les gens ne savent pas trop comment définir. Est-ce que toi, tu aurais une définition de différence entre faire spectacle au théâtre et faire spectacle à la performance ? Écoute, c'est marrant parce que c'était justement à peu près le centre de recherche. Enfin, c'était le sujet de mes recherches universitaires parce que en fait, j'ai écrit mes 2 mémoires de recherche quand j'étais à Paris 3 en études théâtrales sur la performance, sur la production essentiellement, mais aussi, bien évidemment, ça m'a fait pas mal réfléchir à comment ça se définit et comment les compagnies ou les artistes qui se définissent performeurs, en fait, qu'est-ce qui les distingue de ceux et celles qui sont plus attachés au théâtre. Mais je pense que malheureusement, encore une fois, ça devient de plus en plus fourre-tout et peut-être aussi par l'effet de mode, par l'effet de recherche de ce fameux wow effect, que tout le monde voudrait plutôt se définir en tant que performeur ou performeuse, puisque le théâtre leur paraît peut-être un peu réducteur, mais voilà, en fait, je sais pas parce que j'ai l'impression que moi-même, je m'éloigne de plus en plus de la performance parce que, surtout en France, j'ai souvent l'impression que malheureusement, ça devient un synonyme de quelque chose de mal préparé, produit avec des petits moyens, réfléchi un peu à la va-vite
Et en fait, je veux pas que ce que je fais soit défini de cette façon-là. Après, moi, je pense que ce qui m'intéresserait vraiment, ce qui serait intéressant à garder dans l'aspect performatif, c'est plus l'aspect immédiat et la rencontre entre plusieurs humains qui seraient pas spécialement concernés en fait par l'art vivant ou l'art du spectacle. Oui, donc c'est trouver aussi. Enfin, oui, voilà, c'est bien. On est assez d'accord sur ce constat-là, un peu. Tu vois, il y a un truc où ces performances, tout ce qui n'est pas complètement dédié dans un théâtre. Bon, ça, on peut y croire ou pas y croire, mais c'est vrai que des fois, tu vois des choses, tu te dis, mais non, enfin, tu t'es juste fait plaisir, mais enfin, là, je comprends pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de définition. En fait, tu as des artistes importants, connus, Marina Abramovic, enfin, tu vois, tu as des gens qui sont des étendards de performance et qui ont dédié leur vie à ça. Et souvent, qui sont dans des extrêmes un peu de profondeur et qui poussent les limites beaucoup de ce que c'est que travailler de l'art avec son corps, par exemple. Mais sinon, dans les masses de performances qui sont créées, il n'y a pas d'unité. En fait, tu ne peux pas comprendre c'est quoi être performeur, par exemple. Il n'y a pas de définition. Et c'est surtout qu'il n'y a pas de consistance. Bon, je vais être un peu critique, mais souvent, on a l'impression que c'est le travail d'étudiant des beaux-arts. Enfin, je veux dire, et je n'ai pas du tout envie ni qu'on m'associe à ça, ni que toute la discipline soit associée à ce genre d'étapes de recherche. Moi, je vois souvent les performances qui, pour moi, sont plus les étapes de recherche par rapport à quelque chose de plus abouti, mais qui ne l'est pas encore. Et donc, je pense que même pour la discipline, c'est dommage d'inclure tout et n'importe quoi. D'autant plus que maintenant, voilà, on demande souvent est-ce que c'est de la performance de l'ordre de la danse contemporaine ou plutôt de la performance des arts plastiques. Mais voilà, donc ce qui prouve encore une fois ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et du coup, tu préfères t'en éloigner et tu définirais donc tes projets plus au niveau théâtre maintenant ou... Moi, j'aime bien les appeler les projets pluridisciplinaires parce que je pense que l'approche performative, c'est-à-dire de l'interaction en direct avec des spectateurs et des spectatrices, le fait d'inclure l'imprévu, le fait de s'ouvrir à des aléas lors de la représentation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais je pense que j'aurais vraiment du mal à juste me définir en tant que quelqu'un qui fait soit de la performance, soit du théâtre, soit de la danse. De la danse. Parce que là, le dernier spectacle que tu as fait, rappelle-moi le nom. Oui, il s'appelle « Je suis venue voir les gens danser autour de moi ». Voilà, mais ça c'est un peu, ça rapproche danse, théâtre, performance. Oui, c'est vrai, mais en fait, ça rapproche un peu tout. Mais ce que j'aime bien au final à propos de ce que je fais, c'est le manque de légitimité dans les domaines. Mon manque de légitimité dans les domaines. T'as pas fait d'école, par exemple ? Écoute, moi j'ai fait Paris 3 études théâtrales, mais je ne suis pas chorégraphe. Donc, j'ai fait Paris 3, mais je ne suis pas comédienne, je ne suis pas metteuse en scène non plus, ainsi que je ne suis pas ni écrivaine ni musicienne. Donc, mais tu fais tout ça. Mais j'essaye de toucher un peu à tout ce qui m'intéresse parce que je trouve que on n'a qu'une seule vie et ce serait un peu dommage de se limiter. Malgré le fait qu'on m'ait déjà quand même précisé, il y a une commissaire d'expo où j'ai présenté une vidéo documentaire qui m'a dit Anna, c'est quand même dommage, vous êtes performeuse, vous avez qu'à faire de la performance. Ben oui, mais il faut se cadrer, quoi. Ouais, et j'ai dit tiens, c'est quand même c'est rigolo de voir les choses de cette façon-là et d'essayer d'absolument caser les gens dans les... Bah oui, bien sûr. Mais ça, il y a un peu le mythe, ou je sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais que c'est la France. Toi, tu es ukrainienne, est-ce que tu as vécu en Ukraine ou... Oui, en fait, je suis venue en France quand j'avais 22 ans. Oui. Ouais. Donc, tu as tout un parcours initiatique là-bas aussi, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. J'ai fait mon master de langue étrangère et littérature là-bas. Et ensuite, je suis venue ici pour faire les études théâtrales. Et donc, est-ce que pour toi, venir en France, c'était
faire des études théâtrales, c'est en France parce qu'il y a une espèce de truc de la culture absolue ou pas du tout? Bah, écoute, ouais, je suis venue avec les lunettes roses, avec des lentilles très épaisses. Surtout que, en fait, le système universitaire est complètement différent en Ukraine comparant à ce qu'on a en France. Et donc, en arrivant en France, je pensais, bien évidemment, j'ai mal étudié le programme universitaire, donc autrement, j'aurais compris ce qui m'attendait. Mais en fait, je suis venue en pensant que je serais comédienne et je serais formée en tant que comédienne ou metteuse en scène ou dramaturge. Et en fait, rien de tout ça. D'accord. C'était très scolaire, quoi, finalement. C'est en même temps, c'est assez ouvert. C'était un peu moins structuré que ce que j'avais en Ukraine, où on avait vraiment un cursus à suivre vraiment très précis. Donc les heures fixes, où il n'y avait aucun choix. Donc en fait, ce n'est pas vraiment les matières qu'on choisit. Il y a des matières définies. Prédéfini, c'est prédéfini, il n'y a pas de marge de manœuvre. Alors qu'à Paris 3, je me suis retrouvée avec plein de trucs à choisir, comme si j'étais un peu au supermarché, à mettre dans mon caddie. Mais est-ce que ça t'a enrichi quand même, cette formation-là? Bah écoute, au début, quand je l'ai fini, parce que j'ai fait 6 ans, j'ai redoublé une année, je me disais, tiens, franchement, ça m'a servi strictement à rien. Et plus j'y réfléchis, plus je pense que ça m'a beaucoup servi. En quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bah oui, ça, effectivement, moi, il y a plein de choses sur ma formation que, sur le coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Enfin, à quoi ça sert? Ça. Et plus tard, tu te dis, oui, mais en fait, si je fais ça maintenant, si j'arrive à définir avec des mots, en fait, quelle est ma démarche, c'est parce que je suis passé à travers ça. Et parce que je sais que je n'aime pas ça et je sais que ça me touche. Et petit à petit, en fait, la définition, elle se crée, mais grâce à ces expériences-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que nous, dans notre cas, c'était vraiment certains types de théâtre que j'ai retrouvés, certaines réflexions autour de l'art du spectacle, plusieurs possibilités aussi de traitement du texte, de l'utilisation de l'espace, parce que j'avais aussi des profs vraiment très chouettes qui ont proposé en plus des stages à côté, où là on a fait les exercices de l'écriture au plateau, de la performance, en fait, et vraiment réfléchir ce que c'est la théâtralité, la performativité, mais tout en appliquant ça dans le jeu, dans la construction de personnages. Il y a quand même eu de la pratique, quoi. Oui, il y a eu de la pratique, et aussi j'avais des ateliers de spectateurs absolument incroyables avec plusieurs professeurs de la danse contemporaine. Et, oui, c'était riche, quoi. Oui, c'était super. Parce que c'est un peu ce qu'on reproche aux formations françaises, d'être très classique, très académique, mais visiblement c'est moins pire qu'en Ukraine, quoi. Mais je pense qu'en fait, mais ça peut aussi être un peu hasard. Oui, c'est ton parcours. Oui, on sait jamais sur quoi on tombe. Par exemple, je me souviens, je suis tombée sur un cours de théâtre russe et c'était la nuit mortelle, quoi. Enfin, j'ai fui. Mais maintenant, tu sais que tu n'as pas envie de monter du théâtre russe, par exemple. Tchekhov, c'est non. Oui, voilà, non, mais c'est bien, c'est important parce qu'il y a des gens, c'est une révélation pour eux. De rencontrer Tchekhov et c'est. Ça y est, je sais ce que je veux faire de ma vie. Mais ça, c'est très français. De quoi? Rencontrer Tchekhov, apprendre la langue russe pour lire Tchekhov à l'original. Toi, ça t'intéresse pas? Pas tant que ça, mais je pense que je ne suis pas peut-être ça m'intéresserait d'ici dans quelques années, mais voilà, c'est un peu. Pour moi, justement, ça, c'est plutôt représente le côté un peu classique que tu peux rencontrer dans les écoles de théâtre en Russie ou en Ukraine ou ailleurs, enfin, dans les pays du bloc post-soviétique, on va dire. Et ton rapport actuel avec l'Ukraine, est-ce que tu y retournes? Comment ça se passe? Oui, alors le rapport est assez présent parce que j'ai travaillé également en tant que commissaire d'expo. J'ai monté plusieurs projets et il y en a un qui est en cours qui se réalisera en 2020 avec la participation des artistes ukrainiens. Et en fait, j'ai commencé essentiellement ce travail après la révolution en 2014. Et en fait, on s'est dit avec une collègue à moi, avec qui on a lancé le projet, que justement l'Ukraine devient de plus en plus connue, et non seulement via les vodka, prostitution et tous ces sujets un peu fâcheux. Et donc, on a voulu mettre en lumière tous ces artistes qui ont commencé à émerger après la Révolution avec leur prise de position politique, mais pas que, en fait, parce que bon, ça se réduit pas uniquement aux événements de 2014 de Maïdan.
Et donc j'ai réalisé plusieurs projets avec la participation des artistes ukrainiens, des performeurs. Que tu fais monter en France? Oui, ou... exactement. Ouais. En France, après on a organisé un festival en Pologne, en République tchèque, et en 2020, ce sera un festival pluridisciplinaire à Bruxelles et peut-être à Gand. Enfin, là, on est en train de Actuellement, d'ailleurs, tu n'es plus trop en France, tu es plutôt oui. chez nos amis belges. Je suis entre les deux. T'es entre les deux. Pourquoi? Parce que les projets t'amènent vers là-bas ou c'est une décision Non, c'est ça, c'est tout naturel en fait. Parce que j'ai postulé, j'ai fait un projet de recherche, non, c'était plutôt une résidence de recherche dans le cadre de projets autour de la danse contemporaine. Et donc j'ai lié pas mal de liens avec les Belges dans la partie, dans la Wallonie, quoi. Et donc Bruxelles, Namur. Oui, et maintenant j'ai récupéré 2 de mes participants au stage de danse que j'ai donné. Je les ai récupérés pour mon nouveau projet. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau projet ou pas encore? Ah si, avec plaisir. En fait, je travaille souvent par... j'ai des obsessions dans ma vie, comme peut-être tu connais de quoi je parle. Et donc, l'une des obsessions, c'est très marrant, enfin, ça va peut-être sonner un peu bizarre, mais j'aime bien regarder les commentaires sous les vidéos YouTube des chansons que j'aime. Ah, des chansons que tu aimes, c'est particulier, c'est une obsession précise. Bon, très bien. Ou les chansons sur lesquelles je tombe un peu par hasard. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, des fois, te laissent des commentaires absolument hallucinants qui te racontent leur vie. Oui, ils sont bouleversés. Voilà, en connexion avec cette chanson précise. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, comment ça a marqué les périodes de leur développement, construction identitaire, etc., etc. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est marrant parce que moi aussi, j'ai des chansons de cet ordre-là. J'ai des artistes qui m'ont marqué en tant que personne, qui m'ont montré un peu le chemin vers l'art. Et qu'est-ce que j'en fais, en fait? Parce qu'il y a les histoires comme ça, il y en a des milliers, quoi. Et donc, ça, c'était le point de départ de ce nouveau projet où on essaye justement de collecter le maximum de témoignages qui sont liés aux chansons qui nous ont marqués en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que, je ne sais pas, qu'humain, ouais. Et la forme, ce sera théâtral ou dansé? Ça, c'est un peu tôt, ouais. Tu sais pas? Ouais, ça pour l'instant, je sais pas. Ouais. Mais c'est ça qui est fou parce que comme tu touches à tout, entre guillemets, quoi, enfin, ça peut être mal vu, mais non, vraiment, puis tu jongles un peu entre ces domaines-là. Est-ce que l'envie, et je pense que j'ai ma réponse, mais l'envie de faire quelque chose où justement il n'y a plus de différence entre théâtre, danse, performance, comme un peu ce que tu as déjà fait, est-ce que ça se concrétise et ça perdure, quoi? Est-ce que tu as envie de toujours mêler ça ou est-ce que peut-être qu'un jour tu monteras chez Tchekhov et que voilà. Est-ce que c'est une des possibilités ou est-ce que non, vraiment c'est ton parti pris, c'est de dire bon voilà, moi j'aime tout ça et j'ai envie que tout ça soit ensemble et qu'on le vive ensemble? Écoute, pour le moment, oui, j'essaye de coller tous les morceaux que j'aime dans une espèce de création multifacette. Et même par rapport à ce projet autour de la musique, ce qui me ferait réellement rêver, c'est faire par exemple une session d'écoute. Donc d'avoir un dispositif qui est complètement éclaté où tu peux rentrer par n'importe quel bout, où tu verras un bout de concert, tu écouteras un entretien avec un ou une artiste, fictionnel ou réel, peu importe. Tu auras une session d'écoute où tu te poseras pendant 30 minutes et tu écouteras l'album dans les conditions studio, ou autre chose, tu vois. Oui, créer quelque chose autour du coup de la musique et du souvenir et de la construction autour de la musique. C'est génial. On a hâte d'y être, quoi. On ne sait pas quand, mais... Et comment tu as une compagnie? Oui, tu passes par quel biais pour pouvoir créer tes formes? Écoute, là, très honnêtement, on est très peu rémunéré, donc c'est bien et mal en même temps parce que voilà, en fait, ça permet une liberté incroyable. J'essaie de le prendre par un bout plutôt positif et de me dire bon, d'accord, il n'y a pas de subvention, mais ce qui veut dire que je peux faire tout ce que je veux quand je veux, etc. Mais sinon, j'ai une compagnie qui a été créée en 2015 avec l'une de mes amies de Paris 3. D'accord. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Anne-Sarah Fagé. Et la compagnie, je veux dire oui, la compagnie s'appelle Camp.
D'accord. Pourquoi, Camp? Je ne sais plus. Il y a eu une raison. Écoute, Tu te souviens plus? apparemment, ce qu'on se disait, c'est que cet acronyme, on voulait que ça se déchiffre d'une façon aléatoire, qui veulent d'accord. déchiffrer n'importe comment. Mais sauf qu'on n'a jamais pris le temps de. Donc ça s'appelle Camp. Oui, mais ça on sait s'appelle pas Camp, pourquoi. voilà. Et on ne sait absolument plus pourquoi ce sont ces lettres-là. D'accord. Et Bah, moi, c'est génial. je suis vraiment très mauvaise à un titre de spectacle, à un titre de Bah non, texte. c'est joli. Attends, qu'est-ce que tu avais dit? Attends. Et j'ai pensé à La Révolte. Ah oui. C'est un de tes spectacles. Bah, Bah, écoute, c'est génial ouais. comme titre, attends. Mais ça, c'est plus facile parce que comme je travaille avec les matériaux collectés, il y a toujours un moyen de pomper une belle phrase Qui dans a ce que été les dit gens, par d'autres gens. dans ce que les Ah. gens ont dit. Parce que tu as travaillé aussi autour de la question du viol. Tu as fait Ouais. des performances Exact, ouais. et une pièce, Ouais. que je viens de parler. Et pourquoi est-ce que ça a été MeToo, le mouvement, tout ça? Est-ce que toi, ça t'a réveillé des choses? Bah, c'était avant MeToo. C'était avant? Ouais, c'était 2 ou 3 ans avant MeToo. Ok. Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui m'intéressait et la problématique, bien évidemment, on est confronté en tant que femme, malheureusement tous les jours. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que en tant qu'Ukrainienne, en arrivant en France, j'ai découvert le féminisme. Je ne savais pas vraiment ce que c'était et bien évidemment, comme la société patriarcale te formate quand même pas mal, je me disais, bon, c'est une bêtise en fait, cette histoire de féminisme. Ah oui, tu étais plutôt contre en fait. Ouais, non, j'étais pas. Je peux pas dire que bon, je militais pas contre, mais c'est juste que ça me paraissait quand même bizarre. Alors qu'en apparence, les femmes avaient les mêmes droits, le salaire est relativement le même. En Ukraine, j'avais des copines qui se faisaient battre par ses copains. En France, je ne remarquais pas ça exactement. Mais tu trouvais que c'était quand même mieux la position de la femme que c'était ici. quand même un peu exagéré en fait de pousser aussi loin, alors que voilà, les droits semblaient être acquis. Et ensuite, j'ai quand même été confrontée à pas mal de situations où ma perception a changé, notamment les agressions de rue, les remarques, vraiment la position aussi au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Ça m'a quand même pas mal secouée, quoi, dans Et ce donc, sens-là. du coup, tu as voulu monter. Ouais, et du coup, je me disais, ah, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Les performances, mais encore une fois, répondre par une performance, aussi pertinente soit-elle, c'est quand même éphémère et ça n'a pas de vie très longue, on va dire. Et donc, ensuite, j'ai cherché les textes dramatiques, mais qui ne me correspondaient pas. Et en fait, ce n'était pas exactement ce que je voulais. Et j'ai lancé un appel sur Facebook à témoignages. Et bien évidemment, 90% des personnes qui ont témoigné, c'était des amis très proches qui ont raconté des histoires que j'aurais peut-être pas voulu connaître. C'était pas anonyme ton appel C'était au choix, en fait. Ils C'était pouvaient se déclarer ou non? Exactement. Il y avait que des filles. Moi, j'aurais peut-être aussi aimé qu'il y ait peut-être des garçons, mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, mais c'était absolument pas mon choix d'exclure les hommes. Mais d'ailleurs, au plateau, il y avait un gars, non? Oui, donc il y avait un comédien qui portait la parole d'une femme. Oui. Et c'est bien ça aussi Oui. Enfin, c'est pas forcément majoritaire, mais c'est vrai que la souffrance, et c'est d'ailleurs Adèle Haenel là, qui, quand elle disait on crée des monstres et tout ça, et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant parce que de parler entre femmes, alors ça je peux comprendre, hein, ça arrive, il y a des endroits où il faut parler entre femmes de sujets que les femmes comprennent et où elles ont vécu, ou bon, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que c'est aussi important d'ouvrir la parole à tous en fait, et que tu sois femme, trans, homme, ado, adulte, enfin tu vois, il y a un truc où il faut pouvoir en parler en fait. Et même l'agresseur, il faut qu'il puisse, pour moi, hein, ça c'est mon point de vue, mais il faut qu'il puisse dire en fait. Parce que le fait de dire déjà, c'est de pouvoir s'excuser, c'est pouvoir essayer de comprendre, même s'il n'y a pas à comprendre un acte aussi violent qu'il est, mais pour lui-même en fait. Tu vois, ça peut pas être réservé qu'à un sujet de femme. Et tu vois, c'est la question de légitimité aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui diraient, si tu n'as pas été violé, par exemple, tu n'as pas le droit de monter un spectacle sur le viol parce que tu ne sais pas ce que c'est. Et moi, en tant qu'artiste, entre guillemets,
Bah non, j'ai envie de pouvoir parler de la condition, je sais pas, des femmes, même si je suis un homme, tu vois. Il y a un truc, est-ce que tu as été confronté à ça, des gens qui disent, mais tu te rends compte, tu mets en avant des aveux de femmes, mais que tu n'as pas vécu et que tu mets en scène. Alors il y a une forme de spectacle en plus qui est fait autour de ça. Est-ce qu'on a pu te critiquer la démarche? On a critiqué dans le sens, ah bah tiens, mais justement, mais dans le sens que toi tu l'évoques, mais pourquoi en fait, pourquoi on n'entend pas les paroles des hommes? Parce que On t'a dit ça? ouais, parce que d'accord. c'est un procès où l'accusé est soi-disant absent, mais sauf que en fait nous on parle pas d'accusé, c'est pas un procès. D'accord. Donc la démarche c'était juste de livrer la parole en tant que telle. Ensuite, bien évidemment, je suis d'accord sur la discussion et donc on a eu aussi une soirée assez chouette avec un groupe de lycéens du lycée Voltaire qui sont venus et ça c'était vraiment très chouette de leur en fait de partager avec eux. Et ouais, non, oui, justement, ça c'était oui, pourquoi les hommes sont absents? Est-ce que c'est votre choix? Non, c'est pas un choix en fait, c'est juste les coïncidences qui se sont faites et donc il y a Oui, rien bien sûr. à ouais, Voilà, non, mais c'est bien en même temps ça peut questionner, quoi. Mais en même temps, toi, tu as un homme au plateau qui joue une oui, femme, donc et c'est oui, un oui. parti pris aussi, tu vois, Exactement, ouais. de dire ça peut toucher tous et... Voilà, Ouais. c'est ça. On a un homme au plateau, il y a aussi un personnage qui est peu visible et qui peut être au fond aussi peut être n'importe qui, Oui. en fait, parce que c'est quelqu'un qui se cache dans une espèce de boîte comme ça, opaque, et qui pourrait être un homme, une femme. C'était toi qui jouais ça. Oui, oui, c'est... Mais donc, du coup, on sait maintenant. Oui. Non, mais oui, ok. Non, mais c'est bien. Puis il y a une forme aussi de l'anonymat, d'incapacité de se dire j'ai été victime de viol, quoi, tu vois. C'est-à-dire que le faire à visage découvert, c'est très compliqué. Oui, mais après aussi, on parle énormément des situations très quotidiennes, des petites remarques, parce que quand on parle de l'agression, oui, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas que l'agression sexuelle, il y a tout, enfin, il y a la violence systémique, en fait, il y a l'oppression patriarcale, il y a Que tu ressens, toi, dans ton quotidien, réellement, tu le sens? Écoute, un peu moins, parce que justement, en arrivant dans le studio, je me disais, ah bah tiens, ça m'est quand même, ça fait longtemps que l'agression de rue ne m'est pas arrivée. Bah, Continuons génial. sur cette lancée-là. Oui, c'est bien. Oui, non, mais je pense que après, est-ce que après ça joue sur l'instinct de survie quand la personne qui est affaiblie par le système, par exemple, ça peut être une femme dans la situation précaire. Est-ce qu'on essaye de déjouer nous-mêmes déjà les situations conflictuelles? Ça, c'est une autre question, tu vois. Ou, pour de vrai, en fait, je me suis bien entourée et je suis très sereine dans mes rapports de travail, dans mes rapports personnels, dans mes rapports Oui, tu as créé une bulle, ouais, en fait, ouais. au final, où tu es bien. Voilà. Mais, tu vois, dans quel moyen... comment dire? Dans quelle mesure on peut dire que... c'est pas plus un système de protection, de l'autoprotection qui s'est créé Ouais. en réponse à la violence qu'on peut ressentir et recevoir. Oui. Ça, j'ai malheureusement pas de réponse, hein, c'est sûr, mais c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, s'il y a la possibilité, même si c'est triste d'avoir besoin d'avoir recours à ce genre de choses-là, de s'isoler avec un groupe et d'y être bien, mais si déjà ça existe, tu vois, enfin, de se dire qu'il y a des humains en face de nous qui peuvent partager les mêmes valeurs, c'est quand même important, quoi. Oui. Pour faire société ensemble, c'est compliqué autrement, quoi. Mais je pense que si moi j'ai un peu arrêté comment dire, à essayer d'enfoncer toutes les portes et essayer d'éduquer tout le monde. Oui, la révolte, quoi. Voilà, la révolte, moi je pense que ça m'a... Justement, à partir de ce projet et cette thématique, parce que bon, j'ai fait aussi d'autres performances sur la question de viol, de l'agression sexuelle, mais j'ai senti au bout d'un moment que ça m'a quand même pas mal rongé. Hein. Donc en fait, j'ai voulu passer aussi avec un autre projet, passer à autre chose. Ouais. Et je pense que pour moi, justement, le mouvement MeToo, c'était un peu comme une clôture logique pour toi, voilà, pour moi, ce bon. cycle de réflexion, ouais, parce que c'était lancé et c'était très positif à vivre ce moment-là. Et je me suis dit, même si je dis pas rien n'est fait, mais pas
Pas autant que tu Pas espérais. autant que j'espérais, mais c'était quand même un mouvement très positif et donc qui est quelque chose de prometteur. Et j'ai senti que, ok. Ça t'a permis de dire, moi, ma part est faite. Ouais, c'est ça. Puis je passe à autre chose. C'est la petite question libre. Donc tu parles de ce que tu veux, c'est le moment. Tu peux me poser une question, tu peux me parler de ce que tu as envie. Voilà, tu es libre. Si tu as quelque chose à me dire, c'est le moment. À toi ou À moi, à eux, à elle, à qui tu veux, enfin aux gens qui nous écoutent, quoi, et à moi puisque je suis en face de toi, mais voilà, ou à toi-même, hein, tu peux te dire quelque chose à toi-même si tu veux. Bah écoute, moi je vais te raconter mes expériences récentes qui m'ont vraiment touchée beaucoup. Parce que, oui, tu m'as demandé de réfléchir à cet instant libre. Et je pense que moi, ce qui me fait le plus plaisir en ce moment, c'est de travailler avec les comédiens non professionnels. Et oui, sens-toi libre aussi de poser les, Oui, questions. t'inquiète pas, je te coupe. Et oui, et en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et quelque chose à quoi je croyais pas spécialement parce que bon, je pense que j'étais un peu dans le déni de capacité des comédiens et des performeurs non professionnels. Mais là, j'essaie de développer donc, cette réflexion et je suis vraiment en plein dedans en ce moment. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec mon groupe de recherche qui est un truc assez fou parce que c'est plurigénérationnel. Il y a des retraités, il y a des jeunes retraités, des moins jeunes retraités. Il y a des écrivains, il y a des ingénieurs. Et je pense que pour moi, c'est ça, être artiste, c'est surtout savoir accueillir toutes les personnalités qui peuvent graviter autour du projet. Et peu importe s'ils sont diplômés ingénieurs ou cours Florent ou que sais-je. Et ça, je trouve que c'est... Et du coup, tu dis non professionnel. C'est pour dire amateur différemment ou c'est une volonté? Non, je pense que ça m'est sorti comme ça. Mais du coup, c'est amateur. Oui, c'est amateur. C'est un public exactement, amateur. Okay. Exactement. Et ok, super. Mais toi, tu te considères quand même professionnel dans ce que tu fais? Ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça dépend de quel côté on aborde la professionnalisation. Parce que du moment que je ne suis pas payée, normalement, je ne suis pas considérée en tant que professionnelle. Mais donc, est-ce qu'on adopte cette dichotomie-là ou pas? Est-ce qu'on considère que si j'ai un diplôme de Paris 3 études théâtrales, je suis professionnelle? Ça, je ne pense pas non plus. Donc... Oui, c'est ça. C'est à quel moment on définit... Non, parce que c'est intéressant. Tant qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, on peut dire on est tous amateurs. Enfin, c'est compliqué, même si tu produis, tu vois, des spectacles, tu as des dates, mais tu n'es pas rémunéré comme une personne qui serait professionnelle, entre guillemets, ou qui aurait un statut d'intermittent en France. Bon, voilà. Mais en même temps, quand tu es dans une démarche où tu donnes toute ta vie pour quelque chose, est-ce que c'est pas ça être professionnel? Tu vois, il y a une vraie question. Et quand tu travailles avec des amateurs, pour l'instant, tu dis, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent et tout ça. Mais si demain, tu viens avoir, je te le souhaite, de l'argent et des subventions et tout ça, comment ça se passe? Est-ce qu'on paye? Il faut trouver un statut. Parce que, par exemple, moi, là, je sors... j'ai fait Nickel Bar, Nickel au Théâtre de Montreuil, de Mathilde Delahaye, où effectivement, donc elle a 5 comédiens, danseurs, vogueurs qui, eux, font partie de la distribution. Et à chaque lieu, elle prend la communauté Nickel Bar. Et donc, c'est des amateurs professionnels si tu en fais partie, mais c'est pas le but. C'est vraiment un groupe d'amateurs d'une vingtaine de personnes qui font spectacle avec eux, mais qui du coup ne sont pas rémunérés. Voilà, ils sont bien accueillis, mais pas rémunérés. Et ça, c'était une question que je me suis demandé. Est-ce que, en fait, c'est compliqué de demander à des gens de travailler sur quelque chose en face d'autres qui sont rémunérés? C'est quand même au Théâtre National de Montreuil, donc tu vois, c'est un lieu... je vois la gourde. Ouais, je suis sponsorisé. Oui, j'ai eu ça quand même. Tu vois. Non, mais puis c'est une expérience très riche humainement et tout ça. Tu vois, rien à dire. Mais effectivement, tu te dis, mais il y a un peu de gêne en fait. C'est-à-dire que quand tu as des pros payés et des pros parfois pas payés, mais en tout cas qui sont là dans le cadre de l'amateurisme,
c'est compliqué en fait, je trouve. Enfin, tu vois, c'est difficile d'exploiter des gens. Enfin, c'est un peu un mot violent pour dire leur faire vivre une expérience, mais face à d'autres qui effectivement font leur travail. Tu vois ce que je veux Oui, dire? je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Est-ce que toi, du coup, ta volonté après, ce sera de, même si tu as de l'argent et tout ça, de continuer à travailler avec des amateurs en les payant, par exemple? Volontiers. Ah, voilà, l'instant train. Voilà, on médite. Ou tu peux continuer à parler. Ah non, j'ai envie d'écouter le C'est train. chic. C'est comme le métro, moi ça m'apaise. On sait si c'est des trains de marchandises ou d'humains? Marchandises. Donc on peut imaginer que, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il passe. Il faut se souvenir de ce qu'on se disait. Hein. Il y a pas mal de marchandises. Ah ouais. Là, ça y est, la marchandise est passée. On peut continuer. Ouais. Oui, moi, je serais vraiment ravie de payer tous les gens avec qui je travaille. Et même, je pense que si j'avais les moyens, je le ferais déjà. Et bien sûr. Mais du coup, tu veux, la question, elle est là, c'est tu veux continuer à, du coup, travailler avec des amateurs, quitte à les payer, mais oui, parce que tu aimes la relation. Ouais, j'aime la relation. Après, c'est aussi assez mélangé parce que quand je dis les amateurs, est-ce que la personne qui est écrivain, poète, mais pas, admettons, pas un danseur ou pas un comédien, est-ce qu'on le considère toujours comme un amateur alors que c'est quelqu'un qui tendrait vers plus la dramaturgie? Donc, tu vois, ça, c'est aussi... les limites sont... C'est comme la performance. Amateur et professionnel, ça n'existe plus à un moment donné. Quoi. Et par exemple, le danseur avec qui je travaille, l'interprète de mon spectacle, l'interprète principal, il fait beaucoup plus de stages de danse que j'ai jamais fait dans ma vie entière. Mais il se considère... Il se considère en tant qu'amateur alors que sa formation est beaucoup plus importante. Est beaucoup plus solide que la mienne. Moi, j'ai que la théorie alors que lui, il a toute la pratique. C'est ça, tu danses pas? Si, je danse un peu, mais je considère la danse un peu comme le prolongement de toutes les autres disciplines. En fait, c'est à peu près au même niveau, quoi. Super. Ben merci, c'était hyper enrichissant. Moi, je suis très content de t'avoir plus rencontré un petit peu. Merci à toi. Et on va finir. Yes. Mais attention, il faut choisir un mot qui soit définissable par quelqu'un d'autre. Mais tu vois, waouh, ça s'est bien passé. Oui. C'était simple. J'espère que la personne qui l'a définie, elle ne sera pas vexée. Non, ça devrait aller, je pense. La question que j'ai envie de te poser, à laquelle il faudra répondre par un mot, du coup, c'est quelle est ta plus grande joie? Ouh. Attends, je peux réfléchir. Tu peux réfléchir. 2 secondes. C'est marrant parce que justement, on est énormément sur la question de joie. T'inquiète, un mot. Le premier mot qui te vient, ça peut être... la création, enfin, c'est un peu... Création. Non, mais c'est un peu bête. Création. Bah non, oui, mais c'est super. Moi, c'est le premier qui me vient. Donc, quand tu entends joie, tu entends création. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.